Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Vincent Touraine, je suis journaliste économique et financier. Je vais avoir le plaisir de présenter cette table ronde Go Entrepreneur Caisse d'épargne consacrée au financement du recrutement, du management et à la fidélisation de ses salariés. À l'heure où le marché du travail est en plein bouleversement après 2 ans de Covid, quelle est la nouvelle donne et comment y répondre dans ce domaine? On va parler des besoins des entreprises en forte croissance au travers des témoignages de nos invités, des solutions qui leur ont été offertes, ce que cela leur a permis de faire également, parce que recruter, fidéliser les talents dans les meilleures conditions, c'est indispensable bien entendu à la cohésion des équipes, à la croissance de l'activité. Nos invités, les voici sans plus tarder, pour parler recrutement et financement de ce recrutement. Notre premier duo, Thierry Vignal, Romain Decayzer. Thierry Vignal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président cofondateur de Mastéos. Un petit mot de présentation de Mastéos. Mastéos, c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 300 salariés. On aide les particuliers à investir dans l'immobilier locatif partout en France, en Espagne et en Belgique, de A à Z. Voilà. À côté de vous, Romain Decayzer. Bonjour Romain, responsable du développement innovation de Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Qu'est-ce que ça représente, les caisses d'épargne des Hauts-de-France? Dites-nous. Alors, la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, aujourd'hui, on est 3000 collaborateurs. Ce sera mieux. Donc effectivement, je disais, la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, aujourd'hui, on est 3000 collaborateurs. C'est 9 centres d'affaires, 330 agences. Et moi, aujourd'hui, en fait, je suis sur un portefeuille de 20 clients qui sont des entreprises innovantes, donc ce qu'on appelle des startups ou des scale-up et des entreprises en hyper-croissance. Merci beaucoup. Alors après le recrutement et le financement du recrutement, la fidélisation des équipes et les solutions qui la renforcent, cette fidélisation, avec notre autre duo, Jonathan Debrouwer. Bonjour Jonathan. Vincent. Gérant de Kiosque à Pizza en Touraine. Dites-nous en un mot. En un mot, je suis le gérant des kiosques à pizza dans le 37, voilà, qui est une enseigne nationale. Nous comptons 500 kiosques nationaux. D'accord. Voilà. Et vous en gérez combien? 7. 7, très bien. Et Jean-Daniel Vérich, bonjour Jean-Daniel Vérich, directeur du marché des professionnels à la Caisse d'épargne Loire-Centre. Loire-Centre. Bonjour, oui, région. Loire-Centre, la région Centre-Val de Loire, voilà. Merci à tous les quatre d'être là. On va être ensemble pendant 3 quarts d'heure pour parler de tout ça. On gardera aussi suffisamment de temps, bien entendu, à la fin de cette table ronde pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez déjà commencer à les préparer dès maintenant, ces questions. On commence avec le financement du recrutement, avec notre premier duo, donc Thierry Vignal, Romain Decayzer. Romain, je me tourne vers vous pour un petit peu planter le décor et voir quels sont les enjeux en termes de recrutement pour les entreprises actuellement. Merci. Donc effectivement, aujourd'hui, on le voit depuis le contexte post-Covid, il y a une forte accélération sur les besoins en recrutement d'entreprises. Effectivement, on voit qu'il y a une pénurie un peu de main-d'œuvre qualifiée, donc nos clients aujourd'hui doivent être concurrentiels et entre guillemets redoubler d'innovation pour attirer les talents. Notamment, moi je le vois sur beaucoup de clients que j'accompagne dans le secteur de la tech, etc. Aujourd'hui sur les métiers de développeurs ou tout ce qui peut être en lien vraiment avec les développements d'appli, il y a une forte concurrence, on va dire, de la part des entreprises pour réussir à capter les talents. Et ça représente un coût financier assez important, parce que vu qu'il y a beaucoup d'offres, enfin beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, les salaires augmentent assez rapidement sur ces métiers, et ça représente des postes de dépenses assez importants pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un recrutement, il n'y a pas que le salaire qui est pris en charge, il y a aussi les frais d'avocat, les frais de formation, tout l'aspect communication ou chasseur de tête qui va être pris sur ces postes-là. Donc c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui, nous, comme accompagnateurs des entreprises qui recrutent via du financement. Quel accompagnement justement la Caisse d'épargne propose-t-elle aux entreprises en forte croissance pour financer leur recrutement notamment? Aujourd'hui, en fait, à la Caisse d'épargne de France, on a un produit vraiment spécifique pour les entreprises en hyper-croissance et innovantes qui cherchent à recruter, qui s'appelle le financement innovation. En fait, pour nous, en tant que banquier, il faut savoir que financer des besoins en recrutement, ce n'est pas quelque chose qui est très naturel à la base. C'est plutôt quelque chose qui doit se faire en capital développement, en fonds propres, ou alors via les aides de la région. Mais aujourd'hui, nous, justement, on a un produit vraiment spécifique via ce prix innovation, où on va chercher une garantie du Fonds européen d'investissement pour pouvoir nous aider justement à accompagner des entrepreneurs sur ces besoins en immatériel, dont le recrutement. Et aujourd'hui, je le vois sur la plupart des demandes qu'on a auprès des clients qui sont innovants sur la région, c'est énormément justement des besoins de financement d'immatériel parce qu'il y a une forte accélération sur les projets de start-up et scale-up et d'énormes besoins en termes de ressources humaines.
Voilà pour les solutions, on en vient au témoignage concret d'un de vos clients en forte croissance, Mastéos donc, et Thierry Vignal. Thierry Vignal, dans quelle phase de développement êtes-vous en ce moment et quelle est l'ampleur de vos besoins en recrutement? Alors, ça va assez vite, hein. L'environnement actuel est très favorable aux startups en forte accélération et c'est grâce à des acteurs comme Caisse d'épargne qu'on peut financer cette hypercroissance. Parce que moi, j'ai négocié avec Romain près de 700 000 euros à un taux super bas, alors que étant une start-up, je ne suis pas EBITDA positif, je suis en phase d'amorçage, et donc je me fais fermer la porte d'à peu près toutes les institutions bancaires, alors même que ma start-up Mastéos a un potentiel assez clair. Aujourd'hui, cette année, on va faire 25 millions de chiffre d'affaires en année 3, on a 300 salariés, enfin, je veux dire, et ce potentiel, il peut éclore grâce à ce genre de prêt qui est concurrentiel au fonds de venture capital et de private equity. Mais pour aller lever de l'equity auprès des fonds, il faut que des acteurs comme Caisse d'épargne soient aussi présents justement pour enclencher une dynamique. Et, voilà. Et donc les besoins en recrutement, du coup, on est passé nous de 30 à 300 en un an. Donc, ils sont assez sérieux. x10. Et là, on va doubler cette année et être 600. Voilà, et donc chaque prêt de la caisse d'épargne, ça me permet de recruter une partie de ce staff. Voilà. Qu'est-ce qui distingue Mastéos dans sa politique de recrutement? Comment est-ce qu'on travaille chez vous? Pourquoi est-ce que les gens viennent vous voir? Alors nous, on est très concentré sur ce qui est extra-financier. Donc maintenant, effectivement, le taux de chômage est au plus bas historiquement. Donc on est sur un marché ultra pénurique, surtout pour les besoins des boîtes de tech qui sont des besoins hyper rares, hein, des devs. En plus, moi, je fais des travaux, donc j'ai aussi besoin d'ouvriers. C'est aussi rare que des devs partout en France. Des développeurs. Des développeurs, pardon. Donc c'est hyper rare. Et en fait, pour les fidéliser, c'est pas simplement du salaire. C'est des trucs qui sont extra-financiers. Ça peut être aussi bête que accepter des chiens au bureau, avoir des beaux bureaux bien placés, ne pas mettre de contraintes d'horaire. On est sur des générations, les moins de 30 ans, ils sont pas habitués au cadre rigide de la défense. Et donc, il faut jouer le jeu là-dessus et instaurer une culture d'entreprise qui les retienne. Donc, il y a beaucoup d'extra financiers. Après, sur le financier, il y a... moi, personnellement, je distribue beaucoup de BSPCE. Je fais des actions gratuites pour les salariés. Okay. Je fais beaucoup de levées de fonds communautaires, c'est-à-dire qu'à chaque levée de fonds, j'inclus mes salariés. Ils mettent de leur poche, ils achètent des actions avec les fonds de venture capital. Donc, comme ça, ils sont incentivés au capital et ils restent. En termes de rétention, il n'y a pas mieux. L'épargne salariale, je pense qu'on va en parler, mais c'est quelque chose qui m'excite beaucoup également et que je n'ai pas encore commencé à travailler. D'accord, c'est un des aspects qu'on va évoquer, effectivement. Comment s'est fait la rencontre avec Caisse d'épargne ? Dites-nous. Nous, on opère beaucoup sur la région lilloise et j'avais l'impression que c'était l'acteur de référence là-bas. Donc, j'ai demandé à mon réseau et ça m'a ramené vers Romain et son équipe. Donc, Romain de Caser, le type de financement que vous avez proposé à Mastéos, vous nous en avez dit un mot. Là, Thierry Vignal nous parle d'un taux très attractif. C'est quoi? C'est peut-être confidentiel, je ne sais pas, mais pour avoir un ordre d'idée. Alors, on a échangé juste avant justement la table ronde pour se rappeler de quel taux on avait fait. Et effectivement, on était sur un taux attractif pour une entreprise innovante parce qu'on était inférieur à 2%. Là où aujourd'hui, en plus, avec la remontée des taux actuels, avec le contexte un peu compliqué, on est plutôt sur facilement du 3%. Mais après, je pense que c'est plus qu'un taux qu'on vient chercher chez un banquier de l'innovation. Je pense que c'est vraiment une relation de confiance et aussi de compréhension. Parce qu'il faut savoir que quand on reçoit justement Thierry dans ses locaux qui me dit aujourd'hui je suis 30, demain je serai 300. En tant que banquier qui a l'habitude de voir, on va dire, des développements bon père de famille, il faut savoir d'abord se projeter mentalement. Et je pense aujourd'hui, en plus de l'outil, ce qui est important, c'est qu'à la Caisse d'épargne, justement, on a renforcé nos équipes pour pouvoir parler le langage des entrepreneurs innovants et comprendre leurs enjeux. C'est-à-dire comprendre que quand Thierry est venu me voir, effectivement, fallait se projeter mentalement pour se dire qu'il avait besoin de trésorerie pour recruter, pour réussir son développement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça les clés de succès. D'accord. Thierry Vignal, qu'est-ce que vous a apporté ce prêt innovation? Alors, est-ce que vous pouvez quantifier combien de salariés vous avez pu embaucher grâce à ce prêt?
donc d'un montant de 700 000 euros, c'est ça? Ouais, 700 000 euros, ça me permet d'embaucher 10 salariés. Alors, sur les 300 qu'on a actuellement, ça paraît peu, mais en fait, c'est essentiel parce que c'est l'amorçage qui compte. Le reste suit, en fait. Mais les 10 premiers talents, c'est ça qui va attirer les 10 d'après, etc. Et surtout, cette dette d'amorçage, elle me permet ensuite d'arriver beaucoup plus armé face au fonds de venture capital pour financer les embauches suivantes. Il faut savoir aussi que les alternatives à ce genre de prêt, elles sont terribles pour nous, les entrepreneurs. On va aller voir des fonds de dette venture un peu vautours anglo-saxons qui vont nous proposer... et Vulture. Voilà, exactement, qui vont nous proposer des taux insensés, à 12-13%. Ah ouais. Donc, quand Romain me dit désolé Thierry, ça va peut-être être 2,5 ou 2,3, je dis vous dites rien. À 5, je le prends. Puis donc vous prenez. moi, ça me va, tu peux me le faire à 3 le Vous le dites prochain. quand même. C'est toujours mieux. Mais après, que il dit ah bah, ça va être un 5. Non, quand même pas. C'est toujours mieux que le 12 qu'on me propose à côté parce que les autres fonds, il y a des fonds spécialisés en dette start-up et c'est pas du tout les mêmes niveaux. Et ça a dû peut-être encore augmenter depuis, hein, les 12-13%. Non, alors ça, pour le coup, ça c'est un max, même avec l'inflation que l'on a. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin pour fidéliser vos salariés? Vous parliez de l'épargne salariale. Non, vous parliez, oui, c'était l'épargne salariale, BSPCE. Voilà. Et alors ça, c'est ma signature, mais les levées de fonds communautaires, c'est-à-dire aller voir les salariés et leur dire est-ce que vous voulez acheter des actions au même titre que les investisseurs VC sur ce tour? Et la réponse est souvent positive, mais ça va être des tickets de 1 000 euros ou 10 000 euros. Voilà. Et effectivement, épargne salariale, je n'ai pas commencé à aborder le sujet, mais je pense que c'est assez important en termes de rétention. Ça, vous avez de quoi faire, caisse d'épargne avec l'épargne salariale? Oui, on va en parler, je pense, assez rapidement avec Thierry. Et on a pas mal de solutions. Je pense qu'on va plus développer par la suite avec mon homologue de la caisse d'épargne Loire-Centre. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des filières au sein du groupe BPCE qui nous permettent de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour l'épargne salariale et aider, on va dire, tous ces mécanismes d'ingénierie sociale pour fidéliser les salariés. Alors, on va parler justement des solutions de fidélisation avec notre autre duo, Jonathan De Brouwer et Jean-Daniel Verriche. On va vous faire passer un micro, comme ça sera plus confortable pour vous. Vous en aurez un chacun. Jean-Daniel Verriche, dans quelle mesure la fidélisation des salariés est devenue cruciale dans certains secteurs, dans le contexte de sortie de crise que l'on connaît? Dans quasiment tous les secteurs, nos clients nous disent qu'ils ont du mal à recruter, qu'ils ont du mal à fidéliser. Donc vraiment, l'enjeu non seulement du recrutement, mais surtout de la fidélisation, c'est un enjeu majeur. D'accord, et plus prégnant en ce moment. Que propose Caisse d'épargne dans ce registre aux entreprises en forte croissance? C'est notre sujet. Eh bien, écoutez, on a toute une gamme autour de l'épargne salariale, l'intéressement, la participation, les plans d'épargne entreprise, les PERCOL, plan d'épargne retraite collectif. Voilà, tous ces dispositifs qui permettent effectivement aux chefs d'entreprise qui souhaitent intéresser ses salariés de le faire dans des conditions fiscales et sociales très avantageuses. Et on parle d'entreprises en forte croissance. Est-ce qu'il y a des produits qui s'adaptent plus que d'autres à ce type d'entreprise? J'ai envie de dire que tous les produits sont adaptés à toutes les entreprises. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Je parlais de plan d'épargne retraite collective. Vous adressez à un jeune de 25 ans, la retraite, ça ne va pas lui parler beaucoup. Il y a peu de chance. Voilà. Alors qu'il y a quand même une prise de conscience depuis quelques années que... je suis d'accord, mais voilà, ça va plus parler à des salariés de plus de 45 ans. Plus les années vont passer, moins ça va être attractif. Mais en tout état de cause, j'ai envie de dire, ces 4 solutions là qui s'imbriquent et qui peuvent se décliner, j'ai presque envie de dire à l'infini, avec tous les croisements possibles, permettent effectivement, en fonction de ce que veut faire le chef d'entreprise, d'offrir des primes dans des conditions fiscales et sociales très avantageuses. On va voir ce qu'en dit Jonathan De Brouwer de Kiosca Pizza. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre histoire, parce que vous nous avez dit brièvement ce que représentait aujourd'hui Kiosca Pizza dans votre région. En région Touraine, vous, donc 7 Kiosca Pizza. 7 Kiosca Pizza en Touraine. Ouais. En combien de temps vous avez mis pour développer votre réseau? 8 ans. Et on a doublé le nombre de... Donc on est passé de 4 à 8 en moins de 2 ans, malgré la situation de Covid. On sait que le milieu de la restauration est très compliqué, l'embauche, les salariés à maintenir est très très compliqué. Donc la Caisse d'épargne m'a apporté un outil qui me permet maintenant de motiver. Parlons un petit peu plus de l'idée, comment ça vous est venu l'idée de développer cela. Déjà vous étiez dans la restauration à la base. Je suis issu de la restauration depuis maintenant 25 ans. Et vous vous êtes dit les pizzas c'est l'avenir? Pas forcément, non. mais
j'ai toujours voulu me mettre à mon compte. Ouais. Et en allant justement sur le salon de la franchise, mon petit budget d'investissement collé sur le montant à apporter sur le kiosque à pizza. Donc, ça fonctionne par franchise. Hein, c'est ça. C'est une fournée, il y en a 500 dans toute la France. Dans toute la France. Et ça continue de se développer, j'imagine. Ça continue, ouais. D'accord. Donc la fidélisation des salariés, c'est crucial dans votre secteur, celui de la restauration. On l'a vu avec le Covid. Hein. Beaucoup de salariés qui sont partis du secteur ne sont pas forcément revenus depuis. C'est ça. Après, dans ma structure, j'ai toujours tendance à prendre soin de mes salariés, donc ils sont là. Mais il faut arriver à les maintenir, c'est pas évident. Donc il faut prendre soin d'eux, il faut bien les payer, il faut être présent avec eux. Et... Alors même question qu'à Thierry Vignal, chez Mastéos. Est-ce qu'il y a je sais pas, une culture d'entreprise particulière chez Kiosque à Pizza et chez vous en particulier? Comment est-ce que vous les cajolez? Bon, on les cajole comment avec, ils ont tous les mois une prime sur résultat, tout simplement, à différents échelons en fonction des positions de chacun. Ils sont salariés, hein? Ils sont salariés. D'accord. Ils sont tous en 35 heures, CDI. Voilà. D'accord. Et là, vous recrutez en ce moment, ça marche bien pour vous? Ça va. Ça va. On n'a pas trop à se plaindre du recrutement, même si c'est compliqué sur certains éléments. Mais il faut être derrière eux. Qu'est-ce qui est le plus dur d'avoir des gens qui s'impliquent, qui veulent rester durablement, faire marcher leur affaire, même si ce sont des salariés et ils sont intéressés aux résultats? Moi, mon but dans mon entreprise, c'est garder mes salariés le plus longtemps possible. Et on essaie de travailler pour faire le nécessaire pour qu'ils restent, pour que notre clientèle puisse se retrouver. Depuis 8 ans que vous existez. C'est ça. Alors c'est un mot anglo-saxon, turnover, j'aime pas trop ce mot, mais bon, en moyenne, vos salariés restent combien de temps? Vous n'avez pas fait le calcul? J'ai pas fait le calcul. Après, j'ai la chance par rapport à mes collaborateurs francophones d'avoir un turnover qui soit petit. D'accord. Donc vous en avez qui sont là depuis le début? J'en ai qui sont là depuis 6 ans et le plus ancien 7 ans. Alors même question qu'à Thierry Vignal aussi, comment s'est faite la rencontre avec Caisse d'Épargne? C'est mon partenaire financier depuis le début. Ouais. En fait, il se situait juste à côté de mon premier kiosque. Sur le trottoir d'en face. Et voilà, exactement. Il suffisait de traverser la rue. Collaboration s'est faite de suite. Et, vous ne vous êtes plus quittés. On ne s'est plus quittés. Très bien. Jean-Daniel Verich, quelle solution avez-vous proposée à Kiosque à Pizza? Alors, on a proposé une solution d'intéressement. L'intéressement, en principe, ça parle à peu près à tout le monde. Jonathan de Brouwer parlait à l'instant de primes qu'il verse tous les mois à ses salariés. Quand Jonathan verse une prime de 100 €, le salarié, quand il veut que son salarié perçoive 100 €, plus exactement, ça lui en coûte 200. Parce qu'entre les charges salariales et les charges patronales, le salarié va percevoir la moitié de ce que ça va coûter à l'entreprise. Et là-dessus, le salarié, de surcroît, va payer de l'impôt sur le revenu. Voilà. L'intéressement, ça permet à Jonathan de verser cette prime sans aucune charge pour lui. Le salarié, lui, va être soumis à moins de 10% de CSG, CRDS. Donc pour 100 € versés, il va en percevoir plus de 90. Et si le salarié décide de verser cette prime sur un plan d'épargne d'entreprise, il ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. En contrepartie de quoi, il devra laisser son argent bloqué pendant 5 ans ou le débloquer dans certains cas prévus par la loi, comme la naissance d'un enfant, l'acquisition d'une résidence principale, etc. Donc, vous voyez, on parle souvent de motivation des salariés, on parle souvent de poids des charges sociales en France qui est très élevé. Voilà, ce dispositif d'intéressement, mais comme la participation qui fonctionne à peu près de la même manière, permettent de vraiment optimiser le rendement, j'ai envie de dire, d'une prime pour le chef d'entreprise. Il faut parler comme ça. Le chef d'entreprise, quand il dépense 100, ce qui l'importe, c'est qu'est-ce que deviennent ces 100. Jonathan de Brouwer, c'est l'intéressement que vous avez, par la partie ou les deux? Je crois que c'est l'intéressement et le plan d'épargne d'entreprise, si je me souviens bien. PE, PERCO. Ouais. Et PERCO aussi. C'est ça. Donc plan d'épargne retraite aussi. D'accord. Alors au-delà de l'épargne salariale, qu'y a-t-il comme autre instrument de fidélisation
des salariés? Alors après, on a d'autres dispositifs tels que les tickets restaurants, les fameux tickets restaurants. On peut faire des chèques cadeaux. Voilà. Après, on reste surtout sur ces domaines-là, puisqu'après, bon, il y a aussi des événements, des méthodes, j'ai envie de dire, extra-financières. Hein. Notre client des Hauts-de-France en a parlé très bien tout à l'heure. Je pense que l'argent, c'est important. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le fait de se sentir bien dans l'entreprise qui compte. Et je pense que si Jonathan a gardé des salariés depuis l'origine, c'est que ces salariés se sentent bien chez lui. Vous avez opté pour ces solutions à partir de quel stade de votre développement? Assez rapidement ou... Je l'ai mis en place il y a quelques années. Ouais. Et là, vu le développement, on accélère un petit peu les choses. On accélère les choses. Que cette épargne salariale, ça correspond à une attente forte de vos salariés. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils apprécient d'avoir ça? Concrètement, eux, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ouais. J'ai fait un événement, une sortie staff avec eux pour leur proposer le projet. Et ils ont tous été ravis, en fait, du fait qu'on puisse leur proposer un petit plus, une implication dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'ils se sentent impliqués dans le projet. Et on pense vraiment se développer encore, doubler la structure dans les 2 années qui suivent. Doubler, d'accord. Ah oui, doubler en 2 ans votre réseau. On a doublé en 1 an ce qu'on a fait en 7 ans. Ah oui. Et là, on voudrait doubler en 2 ans ce qu'on a fait depuis le début. Voilà, depuis le début. D'accord. Voilà. Après, grosse ambition. C'est ça. Bon, alors tous vos salariés, bien entendu, ont l'épargne salariale. Ils l'ont tous, ou il faut être salarié depuis un certain nombre de temps, ou c'est ouvert à tous? Alors, c'est ouvert à tous, et surtout, c'est très souple. C'est très souple pour le chef d'entreprise, puisque à partir, nous, on propose des solutions clés en main à partir de 1 salarié. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ou 100 salariés. Un salarié, ça suffit. Le chef d'entreprise peut en profiter aussi pour lui-même, d'ailleurs. Ce n'est pas réservé à ses salariés. Dès lors qu'il le met en place, il en profite. Et nous, ce qu'on propose, ce sont des systèmes où le chef d'entreprise s'engage sur un très petit montant, mettons 100 € dans l'année, à condition d'avoir atteint un résultat qu'il a déterminé. Mais au-delà de ces 100 €, chaque année, le chef d'entreprise décide, dans la limite des plafonds légaux, jusqu'à 20% de la masse salariale, de verser plus ou moins en fonction des résultats qu'il a fait. Donc l'engagement pour le chef d'entreprise est minime et il adapte chaque année. Le salarié, de la même manière, peut décider de percevoir l'intégralité de cet intéressement, auquel cas il sera soumis à l'impôt sur le revenu, ou d'en verser une partie sur son plan d'épargne d'entreprise et d'en percevoir le reste, ou de tout verser sur son plan d'épargne d'entreprise. Il y a vraiment beaucoup de souplesse. Et en plus, il y a des systèmes d'abondement qui incitent les salariés à le verser sur le plan d'épargne d'entreprise. C'est-à-dire que si le salarié le place sur son plan d'épargne d'entreprise, le chef d'entreprise peut décider d'abonder jusqu'à 3 fois. Donc le salarié verse 100 €, le chef d'entreprise peut dire moi j'abonde à hauteur équivalente, ou 2 fois, ou 3 fois, qui viennent encore en plus. Vous abondez? On va abonder. Vous allez abonder. Bon, l'étape d'après, c'est quoi? C'est l'épargne retraite? Vous y pensez à ça, même si vos salariés peut-être imaginent que c'est très loin? Vous l'avez déjà mis en place, l'épargne retraite. Vous avez déjà le PERCO. On a les deux. Ah, le PERCO, d'accord, très bien. C'est pas un dispositif qui a vocation à être remplacé par le PER, non? Alors, en fait, le PERCO, c'est le couteau suisse des PER. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec un plan d'épargne retraite collective. On peut y mettre les fonds issus de l'intéressement, de la participation, on peut y mettre des primes, on peut y mettre des jours de congé. Enfin voilà, on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça, nous, dans notre langage, le couteau suisse, parce que ça peut servir à tout. Thierry Vignal, votre regard sur l'épargne salariale, vous ça ne correspond pas trop au stade de votre développement, ça, ou à votre type d'activité? On m'en avait pas parlé encore et ça peut sûrement intéresser mes salariés. Moi, je vous écoute parler. Effectivement, je pense que ça peut être un produit qui permet de favoriser la rétention, en plus des BSPCE, des participations levées de fonds, de la culture d'entreprise. C'est un élément supplémentaire, clairement, qui est hyper attractif pour eux. Mais j'ai pas encore testé. Romain de Kayser, dans la tech, c'est un outil adapté, ou c'est pas trop demandé? On est plus sur la fidélisation d'une autre façon. En fait, dans la tech, c'est un peu particulier parce que ces dispositifs-là deviennent intéressants à partir du moment où on a atteint le stade de rentabilité, etc., et où on dégage vraiment du bénéfice. Ce qui fait que sur la position de la tech ou autre, ou dans le cas par exemple de Mastéos, vu qu'on est en phase de développement,
On va plutôt essayer, avec des mécanismes comme Thierry le fait, par exemple, d'implication des salariés dans l'entreprise, parce que c'est ça qui va faire la différence. Dans le capital. C'est ça, en fait. Dans le capital, je pense que la stratégie de Thierry est la bonne, parce qu'en fait, le fait d'impliquer dans le capital, du coup, on se dit, on va rester dans la boîte, parce qu'on a le sentiment vraiment d'en faire partie, que ça nous appartienne, et d'accélérer, de contribuer aussi à accélérer le développement. Après, je pense, ce qui fait aussi la réussite de Mastéos, par exemple, sur la fidélisation de ses salariés, c'est quand on débarque la première fois dans les locaux de Thierry, on sent vraiment qu'il y a une ambiance assez décontractée. On arrive, c'est des spits, c'est des petits chiots poilus partout au sol. Ouais. Et c'est vrai qu'on sent qu'on est, on va dire, dans le business 3.0 où on n'est plus dans les codes du costard cravate, etc. Même moi, je le vois sur les clients de la tech. J'arrive plutôt en tenue assez aussi décontractée parce qu'il n'y a plus cette notion de barrière très corporate à mettre la cravate, le costard, etc. C'est plutôt, on se dit, on cherche vraiment à redonner du sens à ses salariés. Et je pense que le fait de les faire participer, de les impliquer dans le capital de la structure, ça aide à donner le sens et surtout à garder les salariés. Et donc c'est en ça, on va dire, que notre solution est plutôt complète avec ce que propose Thierry, parce que nous, le financement bancaire va permettre à Thierry de lui limiter la dilution en capital et du coup de pouvoir faire une meilleure distribution, lui par la suite, s'il le veut, à ses salariés. Donc les Spitz, c'est des vrais petits chiens ou c'est des... Le Spitz, c'est un chien de 2 kilos et on en a 12 dans la boîte. Ça veut dire qu'il y a un salarié sur 20 chez Mastéos qui a un petit Spitz nain. Ils sont obligés d'en avoir. Ils ne sont pas obligés, mais c'est un critère de recrutement qui peut faire la différence. Et il y en a jusqu'à 12 au bureau, donc c'est une vraie animalerie. Voilà. D'accord, une vraie animalerie, très bien. Faut aimer les chiens, comme dirait l'autre. Jonathan de Brouwer, au-delà de tout ce dont on a parlé, il y a des éléments comme cette culture d'entreprise qui sont propres à Kiosque à Pizza, ou est-ce que les gens viennent travailler, font leur pizza, et il n'y a pas besoin d'avoir un environnement plus original qu'un autre. J'imagine que dans un kiosque, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. Un kiosque, ça fait 11 mètres carrés, donc il n'y a pas la place de mettre un Spitz déjà dans un kiosque. D'accord. Mais c'est vrai qu'on travaille dans une ambiance où on a notre clientèle qui est face à nous. On est ouvert sur l'extérieur. On a notre petite musique. Il y a la musique quand même. Il y a une bonne ambiance. On est trois dedans. Donc c'est vrai qu'il y a... C'est une petite ambiance familiale. Ouais, d'accord. On a les clients qui sont ici, réguliers, et ouais, c'est une petite famille. D'accord. Et il y a les petits plus comme la musique. Il y a les petits plus comme la musique. On fait pas des petits messages sur les. Non. Ouais, après, on fait quelques petits sorties staff durant l'année. Ça aussi, c'est un outil de motivation. Oui, on va faire un peu d'acrobranche, on va faire un peu de Mario Kart. On part à la mer, on fait. Pour le Nouvel An, il y a une petite fête ou... Pour le Nouvel An, ou bowling, ou voilà. On va tout savoir. Je crois qu'on va prendre dès maintenant les questions que vous pouvez avoir. Alors, on va faire passer un micro. En principe, c'est à ce moment-là qu'on fait passer un micro. Je vais faire passer le micro. Et n'hésitez pas à passer à nous poser toutes vos questions. Voilà. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Bonjour madame. Bonjour. Merci de prendre la parole. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ma première question, c'est par rapport à la dilution de capital, qu'est-ce qui se passe si malheureusement vos employés quittent l'entreprise ? Est-ce que justement ce dispositif leur retire le droit à ce capital et sinon, quel est le risque ? Parce que finalement, vous pouvez peut-être vous retrouver avec des personnes qui sont sorties de votre entreprise et qui ont du capital dans votre entreprise. Question pour Thierry Vignal. Oui, alors super bonne question. Juridiquement, c'est un peu complexe à cadrer parce qu'effectivement, on mélange droit du travail et droit actionnarial. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font. Nous, on a un peu creusé le sujet avec les avocats. Donc, ils ne perdent pas leur action s'ils partent, ils les gardent. Après, moi, ça m'arrange parce que ça me permet de garder des gens qui, même en externe, sont impliqués. Donc, si derrière, ils vont dans une entreprise partenaire, on peut se reparler et il n'y a pas de... Voilà, ils restent hyper attachés à la marque, même en dehors. Donc, il y a ça. Mais c'est vrai que juridiquement, le cadre n'est pas hyper favorable à l'actionnariat salarié en direct. Donc, il faut avoir des bons avocats. Merci. J'ai vu une autre main se lever, pas loin de vous d'ailleurs. Non ? Ou alors c'était pas pour ça. Monsieur tout en haut.
Alors on va faire passer le micro, ce sera plus simple que d'aller jusqu'à vous. Bonjour. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Nicolas. J'ai une question pour Thierry. Vous avez expliqué tout à l'heure que dans votre activité, vous avez des difficultés de recrutement sur tout ce qui était artisan, ouvrier. Est-ce que vous avez des tips ou des techniques pour attirer, rendre attractif votre boîte pour ce type de public? Très bonne question. Je ne sais pas si tu es dans le secteur du bâtiment. Je souhaite me lancer dans le secteur du bâtiment du coup. Alors c'est un super secteur pour le coup qui est assez peu exploité par le monde de la tech justement et qui est un peu laissé pour compte alors que ça concerne à peu 100% des gens en fait les travaux et il y a très peu de ressources disponibles en France. Et donc ta question comment je les fidélise, honnêtement c'est compliqué parce que le salaire suffit même pas. La culture d'entreprise, j'ai vu qu'elle avait un petit impact quand même parce qu'ils se sentent, tu sais, c'est un peu solitaire le métier de plombier ou de plaquiste. Et le fait de faire partie d'une grande famille et de participer aux events et de voir cette frénésie au sein des bureaux, ça a beaucoup de valeur pour eux de se sentir membre d'une famille. Ok, du coup, ça répond en partie à ma deuxième question qui était la suite, c'est est-ce que des codes ou on va dire des usages qui sont plus du milieu tech ou on va dire entreprises plus modernes peuvent être appliqués ou applicables justement à ce type de public également? Alors j'ai fait une expérience où j'avais fait une émission sur BFM spécifique sur les travaux en parlant de tech et suite à cette émission j'ai plein d'ouvriers du bâtiment qui nous ont écrit en disant « Ah enfin une entreprise tech, j'ai trop envie de venir parce qu'il y a une app, c'est digitalisé » et c'est la seule fois où on leur parlait de tech en direct et ça a eu un effet incroyable sur eux. Et là on a reçu vraiment énormément de CV à ce moment-là. Donc manifestement c'est un thème qui leur plaît. Donc ouais, jouer sur la tech et revoir un peu les codes du BTP parce qu'en fait c'est pas du tout les gens sont sensibles, les gens de ce secteur sont sensibles à ce qui se passe en ce moment sur le secteur de la tech et veulent en faire partie. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être expliquer pourquoi vous faites appel à des gens du bâtiment, parce que vous proposez des solutions clés en main aux investisseurs ou plutôt aux épargnants qui veulent investir dans l'immobilier. Donc vous vous occupez de tout, c'est ça? Ouais, exactement. Pour qu'ils aient pas à faire leur pizza eux-mêmes, on la livre déjà faite. Donc on fait les appartements qu'on voit sur votre site. La pâte à pizza, ça va être le bien. Donc on trouve le bien, on fait les travaux, on l'ameuble et on met des locataires dedans et on gère la location ensuite. Et c'est vrai que la partie travaux, c'est l'essentiel de la complexité en fait que nous confient les clients. Voilà. Et l'investisseur touche les loyers. Voilà. Donc l'investisseur qui veut exploiter sa capacité d'emprunt, d'ailleurs qui est client de caisse d'épargne à titre individuel, va du coup négocier un emprunt à la caisse d'épargne pour financer un appartement à Marseille sur le Vieux-Port qui va mettre en location. C'est un cercle vertueux. Voilà, exactement. Ouais. Donc on se parle en pro et en perso pour notre clientèle, effectivement. Très bien. Écoutez, le micro a pour vocation à circuler. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors moi, je me pose une question sur comment est-ce qu'on peut recruter le premier salarié, le tout premier, parce qu'actuellement, c'est ce que j'essaye de faire. Et je trouve que c'est très compliqué parce que j'ai pas de bureau, donc j'ai pas encore de culture d'entreprise, j'ai pas de personne à proposer. J'ai pas de personne, j'ai pas j'ai pas de culture d'entreprise tout simplement. Pour l'instant, j'ai rien à proposer. J'ai même essayé justement d'investir sur le premier employé en proposant un salaire assez élevé par rapport à la concurrence et j'arrive pas encore. Donc qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour... Vous êtes dans quel secteur, monsieur? Je suis dans le consulting informatique. D'accord. Du développement web principalement et j'essaye de lancer une boîte de consulting dans un domaine spécialisé. Alors Thierry Vignal va vous répondre, mais Jonathan Debreuer aussi peut-être nous expliquer comment il a commencé à recruter. Vous en rappelez plus? Si. Ouais. Le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. On a la personne qui est devant nous, elle peut nous dire n'importe quoi, elle peut y avoir un CV. C'est un petit peu, je pense, c'est un peu. Comment vous avez procédé, vous, déjà pour vous faire connaître? Bon, Kiosque à Pizza était peut-être déjà un petit peu connu. C'est connu, mais c'est vrai qu'on a la personne devant nous, on a le CV déjà un petit peu avant, on étudie, éventuellement on appelle l'ancien patron. Après, on a la personne devant nous. C'est un peu, pour nous, la restauration, c'est un peu au feeling. Surtout le personnel qu'on recrute sont généralement jeunes, n'ont pas forcément d'expérience. Donc, on les prend un petit peu, on va dire,
jeune. Donc, Vous vous rappelez de votre premier employé? Oui, il n'est plus là. Ouais. Et il n'est plus là. Bon, d'accord. Mais bon, il est resté un certain temps. Il est resté là, il est resté 2 ans. Très bien. Ok. Thierry Vignal, le premier employé. Moi, je me rappelle très bien. Tanguy, mon premier employé, il est venu un peu par hasard au bureau. Il passait un entretien chez un concurrent qui était dans le même bureau. On l'a croisé à la sortie. Et au début, on n'avait pas d'argent. Donc, en fait, il est venu et on ne l'a même pas payé pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il bossait gratuitement. Comme les startups, ça démarre comme ça. Le droit du travail n'est pas respecté du tout. Oui, et c'est ensuite qu'on régularise. Et pour te répondre, en fait, il vient parce qu'il y a une histoire que tu lui vends. Et cette histoire, elle dépasse un peu tout le reste, le salaire, etc. Donc, si ton storytelling est convaincant, il va avoir une vision, il va partager la tienne. Et après, pour les éléments financiers, bon, le salaire et des actions. Les premiers salariés, presque par définition, ils vont vouloir rentrer au capital. Moi, mon premier salarié, il est considéré comme cofondateur aujourd'hui parce qu'on lui a donné de l'equity. Donc, c'est comme ça que tu fidélises les premiers. Ça valait le coup de travailler gratuitement 6 mois. Voilà. Romain Decazet. Alors, Jean-Daniel Vérich a quelque chose à rajouter et Romain ensuite. Oui, le premier, souvent, c'est compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il existe de très bons cabinets de recrutement aujourd'hui. Si vous avez peur de vous lancer seul pour le premier, faites-vous accompagner. Et puis, une fois que vous aurez acquis cette première expérience avec un premier salarié, peut-être que vous serez plus à l'aise pour continuer tout seul. Romain? Oui, j'allais ajouter, comme Thierry, en fait, je pense aujourd'hui, sur le premier salarié, l'implication capitalistique, même si en tant que dirigeant, c'est toujours un peu dur, mais aujourd'hui, c'est un effet qui est vraiment marquant pour avoir un premier collaborateur. Surtout sur des postes clés. Aujourd'hui, moi, je le vois souvent, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans la tech, des fois, qui ont des super idées. Et sur l'aspect CTO ou lead développeur, ils n'ont pas la compétence, donc ils sont obligés de recruter et ils galèrent. Et aujourd'hui, un des points différenciants, c'est souvent d'ouvrir un peu le capital à la personne qui va être CTO. Pourquoi? Parce que ça permet de faire de la rétention une fois que la personne est salariée et éviter qu'ils partent à la concurrence, donner un peu la secret sauce ailleurs. Et surtout, ça permet de vraiment fidéliser et puis de donner une plus-value. Par exemple, le gros avantage, on va dire, de certaines entreprises innovantes par rapport aux grands groupes plus classiques, ça va être justement cette facilité, cette agilité capitalistique que n'ont pas, moi par exemple, la Caisse d'épargne de France, quand ils m'ont recruté, ils n'ont pas pu m'ouvrir leur capital directement ou des choses comme ça. Quoi qu'on ait une banque coopérative, donc je peux souscrire en tant que sociétaire, il n'y a pas de sujet, mais c'est différent sur une start-up. Et moi, mon conseil, vraiment, pour trouver aussi ce premier salarié, aujourd'hui, je pense, et je le vois pour être beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment pleines de volonté et qui ont vraiment envie d'aider à créer des choses, mais qui n'ont pas l'idée. Alors, je pense que si vous avez l'idée, derrière, trouver quelqu'un qui, lui, voudra porter le projet avec vous et justement qui aura toutes les compétences pour le faire marcher, ça peut se trouver dans ces milieux-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, gravitent auprès des réseaux locaux pour justement trouver une expérience qui va leur parler et dans laquelle ils veulent s'embarquer. On a encore le temps de prendre une ou deux questions. Ce n'est pas parce que le micro nous est revenu qu'il n'y a plus de questions. Y a-t-il encore une question? Je vais jusqu'à vous, madame. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour Marjolaine, issue de l'hôtellerie de restauration, qui développe un outil pour engager les salariés au sein des entreprises. Formidable. Donc c'est très intéressant, merci beaucoup. J'avais une question par rapport à l'extra-financier qui est mis en place dans les entreprises. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un poids, en fait, une pondération entre ce financier et cet extra-financier? Est-ce que vous arrivez à l'évaluer? Thierry Vignal, qui a beaucoup de questions. Déjà, on se met au niveau des salaires, on est compétitif, c'est un peu la base. Mais malgré ça, en fait, même avec des salaires compétitifs, on se fait piquer pas mal de talents par les boîtes qui ont levé encore plus que nous, les licornes, etc. Donc il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus que j'appelle l'extra-financier, nous on l'a poussé à l'extrême. Donc on n'est pas forcément un modèle, c'est-à-dire qu'on a un langage interne, c'est quasiment sectaire chez Mastéos. Et les gens ne veulent pas partir parce qu'il y a une culture propre, mais elle est difficile à quantifier, à processer, à répliquer dans une autre structure. Après on peut en tirer des éléments assez généraliste de bienveillance, d'absence de rigidité managériale, donc pas d'horaire, pas de contraintes particulières sur la présence au travail ou pas. On peut venir avec son chien. Enfin voilà, après c'est des... Est-ce que vous avez détecté un besoin aujourd'hui des salariés ou des collaborateurs, que ce soit pour Thierry ou... C'est Jonathan. Jonathan. Un besoin que les salariés demandent ou réclament
que vous avez peut-être identifiés ou non identifiés pour les fidéliser, les recruter, les engager, les recruter, dans les deux. Étant salarié, c'est des choses que j'aurais voulu que mes anciens employeurs me proposent. Ouais. Donc, je l'ai mis dans l'entreprise par moi-même. Ça n'a même pas été demandé par mes salariés, mais par moi-même. Mon expérience de salarié fait que je donne à mes salariés ce que vous auriez aimé avoir. Exactement. Ouais. Voilà. Et c'est quoi? C'est par du questionnement, par de l'entretien individuel, par comment vous... Là, apparemment, vous le faites spontanément vous-même. Là, c'est surtout c'est spontanément. Les primes, ça a été spontanément. L'épargne salariale, c'était spontanément. Ils ne savaient même pas ce que c'était que l'épargne salariale, entre autres. Les primes, moi, c'est vrai qu'à l'embauche, je leur parle directement aussi que dès le premier mois de commencement, qu'ils ont des primes sur résultats mensuels et l'équivalent d'un 13e mois aussi à la fin d'année, en fonction du résultat de l'entreprise. Donc voilà. Okay. Pour te répondre aussi, on mesure le NPS, nous, tous les mois. Le NPS, donc la satisfaction employée, au même titre que celle des clients, et on y accorde le même niveau d'importance. Aujourd'hui, elle est à 9 sur 10, mais quand elle passe à 8,5 un mois, on essaye de creuser les raisons et on corrige très vite le problème. Donc c'est une mesure mensuelle de la satisfaction des équipes. Moi, je sais aussi qu'elles sont assez sensibles. Bon, alors là, c'est commun à la Caisse d'épargne, aux perspectives d'évolution. À un moment, je n'avais pas suffisamment creusé et stratifié un peu les étapes. Et je me suis dit, mes sales, ils font plus de ventes, ça suffira à les motiver. En fait, pas du tout. Il faut créer des échelons supplémentaires. Lead sales, sales expert, sales spécialiste, etc. Et cette diversité, elle permet aux gens de se projeter pour évoluer au-delà du nombre de ventes, du salaire, etc. Une enquête de satisfaction tous les mois, c'est courant ou c'est pas très compliqué à faire. C'est un mail ou un WhatsApp à tous les. Ça s'appelle comment votre solution? YouWay. Alors parlez-nous un petit peu de votre solution. Oui, dans la restauration, et ça permet quoi? Alors non, mais parce que je suis issue de la restauration et en fait on a rencontré cette problématique de rétention des collaborateurs. Mais c'est surtout ce départ en fait, suite aux horaires, suite aux contraintes qu'il y a pu y avoir. Et donc, c'était d'aller voir beaucoup plus loin, parce qu'il n'y a pas que dans l'hôtellerie-restauration qu'on a cette problématique de rétention des collaborateurs. Et c'est de trouver, d'aller beaucoup plus loin dans l'humain, d'aller chercher les valeurs, les impératifs, les objectifs de vie et de les incorporer pour matcher les valeurs de l'entreprise et celles du collaborateur ou du futur recruté pour qu'il y ait un engagement à long terme, en fait. Les valeurs, c'est un terrain glissant. glissant. Vous employez à faire. C'est un terrain glissant, les valeurs, mais en fait, ça a un vrai impact. Nous, à partir du moment où on s'est vraiment engagé sur le RSE, on a la moitié des salariés qui se sont retrouvés dans ce discours, au-delà du marketing, et ça a un vrai impact. Mais il ne faut pas en faire un argument marketing, on est très vite... Il faut que ce soit dans l'action, en fait. Ouais, c'est ça, c'est de l'action. Ouais. Et j'avais une dernière question. Ouais, on va passer à la conclusion, mais allez-y, rapidement. Pour le turnover, on en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le premier critère de départ de vos entreprises? Est-ce que vous êtes... La concurrence, qui va les chercher, qui vous les pique? Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, mais c'est la concurrence. Nous, on va aller chercher chez la concurrence. Ils viennent chez nous, en fait. Ils quittent la concurrence pour venir chez nous. Jean-Daniel? La concurrence et puis l'envie de faire autre chose. On est dans une génération où les gens se disent tiens, j'ai envie de faire complètement autre chose. J'ai fait de la banque depuis 5 ans, 10 ans. J'ai envie de vendre des voitures, de me lancer récemment. Là, une collaboratrice qui a repris un magasin de vente de produits bio. Donc, tous azimuts. Allez, conclusion. Merci pour toutes vos questions. Merci. Conclusion rapide les uns et les autres. Thierry Vignal, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui nous ont écoutés aujourd'hui? S'il y a des entrepreneurs parmi vous, lancez-vous. L'environnement est hyper favorable grâce à ce genre de produit de la Caisse d'épargne. Et le monde du venture capital vous attend et est beaucoup plus à même de vous financer qu'il y a 10 ans. Bon, je crois que Romain, vous n'avez rien à rajouter. Tout a été dit vous concernant. Oui, alors si j'ai un mot à vous dire, c'est effectivement si vous avez des projets d'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous lancer. Je pense que pour voir des entrepreneurs au quotidien, à chaque fois, ça fait vraiment plaisir de voir le dynamisme et la passion qui animent chacun d'entre vous. Donc lancez-vous et surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner par des partenaires de confiance qui sauront aussi parler le même langage que vous. C'est vraiment ça l'important, c'est de pouvoir se projeter sur une durée dans la relation et surtout n'hésitez pas à décomplexer la relation avec votre banquier.
Enfin, je pense que Thierry pourra le confirmer, mais on est plutôt à s'envoyer des SMS et à se lancer des blagues à la tête qu'à parler rapports financiers toute la journée. Jonathan de Brouwer, votre message aux entrepreneurs dans votre secteur ou pas forcément? Non, mais compte tenu de votre expérience. Si vous avez des projets pro, lancez-vous, soyez bien accompagnés et puis voilà, réalisez vos rêves. Et vous, Jean-Daniel Weyrich, que diriez-vous? Écoutez, l'entrepreneuriat, c'est une superbe aventure. Moi, je suis fils d'entrepreneur. J'accompagne des entrepreneurs au quotidien. Je les côtoie régulièrement. Ils ont tous le sourire, ils ont tous la passion, malgré les difficultés. Donc, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Lancez-vous. Il n'y a pas de mauvais moment pour se lancer. Voilà. On peut se lancer même dans un creux conjoncturel. Et ensuite récolter les fruits du rebond. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Thierry Vignal, Mastéos, Romain De Keyser, Caisse d'épargne des Hauts-de-France, Jonathan de Brouwer, les kiosques à pizza en Touraine et Jean-Daniel Weyrich, Caisse d'épargne Loire-Centre. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour toutes vos questions. Go Entrepreneur continue. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.